J'ai toujours été un gars de la ville. Les embouteillages, le métro, le stress, les gens pressés, les attentats, les virus, j'ai l'habitude. J'ai de la chance d'être né dans notre belle capitale. Paris est à mon cœur la plus belle ville du monde. Oui, c'est vrai. Tous les Parisiens disent ça. J'aime Paris. J'aime me balader le soir dans ces grands boulevards. J'aime me perdre dans ces petites rues. Mais je dois vous avouer que depuis la catastrophe de Notre-Dame, Paris a une immense cicatrice sur son visage blafard. Je suis athée. Je n'ai pas besoin de paradis pour me soulager d'une mort à venir. Mais ce qui est certain, c'est que j'aime monter très haut dans le ciel. Je suis un fou d'escalade. Après le travail, je fonce toujours au gymnase escalader quelques murs artificiels. Sauf aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé d'affronter les éléments naturels. Je vais escalader la plus grande montagne du monde. Je vais toucher du doigt le Dieu des chrétiens. Ok, j'en fais un peu trop. Ce n'est même pas une montagne. Ce n'est qu'une falaise, mais une falaise de 134 mètres de haut. La chute est mortelle. J'y vais seul, car j'ai besoin de me prouver à moi-même que je peux aller jusqu'au bout de mes rêves, jusqu'au bout de mes projets. J'en ai marre de travailler comme salarié dans une entreprise quelconque. Même si je suis directeur d'un grand service, je ne travaille pas pour moi, je travaille pour les rêves d'un autre. Et aujourd'hui, je veux être libre de mes mouvements et aller le plus haut possible. Ici, c'est la nature à l'état brut. Il n'y a même pas de métro pour se rendre de la gare centrale à cette plage froide. Il n'y a que ce vent qui vous gifle sans cesse le visage. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce parc naturel entre Calais et Boulogne. On dit que l'air de Paris est pollué, mais ici, ça sent mauvais. La nature sent mauvais. Dans ce coin perdu, les gens ont un drôle d'accent. Les gens du Nord sont sympathiques, mais ils boivent trop. Ils boivent tout le temps. Dans cette région, leur devise, c'est « Je bois, donc je suis ». Ici, être sobre est une maladie mortelle. Mais ce n'est pas cela l'important pour moi. Je suis ici pour ma passion. Je vais escalader le cap. Le cap Blanc-Nez n'est pas une montagne, mais c'est plus haut que mon mur de gymnase. Et surtout dans mon gymnase, il n'y a pas ce vent de fou. Je me demande même si je vais pas me dégonfler. Il n'y a pas que le vent qui est terrifiant. Les averses de grêle, en cette période de l'année, sont aussi tranchantes que des lames de rasoir, et cela fait maintenant 1 heure que ces perles de glace me transpercent le corps. Je n'ai pas encore commencé mon escalade, que je suis déjà éreinté, fatigué et usé. On dirait que la nature ne veut pas de moi, on dirait qu'une puissance invisible me force à aller là où elle le désire. Je décide d'abandonner mon matériel sur la plage et cours m'abriter dans un ancien abri de béton datant de la Seconde Guerre mondiale. On appelle ce truc immonde un blocos. Dans cette région, on en trouve des milliers. Cette chose en béton renforcé servait de poste de combat aux soldats allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. On peut même apercevoir les traces d'un ancien canon. Si les murs parlaient, ils raconteraient toutes ces atrocités d'une guerre. Cette grotte en béton sent l'urine et le vomi. J'ai l'impression que les jeunes du coin n'ont rien d'autre à faire qu'à picoler dans des endroits perdus. Mes vêtements sont trempés. J'enlève mon polo, mon jean et les sèche tant bien que mal. Me voici en slip. Je le savais, je ne suis pas fait pour la campagne. L'air pollué de Paris me manque terriblement. Il pleut de plus en plus fort et la pluie pénètre à l'intérieur de mon abri en béton armé. Le vent siffle, un air que je n'aime pas. On dirait même qu'il me parle. On dirait que ce vent veut me dire quelque chose. J'ai froid, mes mains tremblent. Je dois absolument me réchauffer. Je décide de faire un feu de camp au moins. Je vais essayer. Je suis plutôt habitué au chauffage électrique. Je ramasse quelques branches,
malheureusement humide, et craque une dizaine d'allumettes, sans aucun résultat. Je cherche d'autres morceaux de bois, de préférence secs. Je trouve un arbuste adossé au mur du fond. J'arrache quelques branches avec peine, et à ma grande surprise, je découvre un petit passage secret donnant un long couloir. Je passe la tête dans ce trou, il fait aussi sombre que dans le cul d'un zèbre. La pluie se fait de plus en plus intense, et l'eau commence à envahir complètement ce blocos. Les murs de ce couloir secret sont fleuris d'emblèmes nazis. Il fallait être complètement fou ou idiot pour adorer Hitler. Et dire qu'à l'époque, ce grand malade a été élu démocratiquement. À bien y penser, ce n'était pas Hitler le véritable malade. C'était la démocratie de l'époque. Je ne sais pas où va ce passage, mais il serait temps que je trouve une sortie. Je me sens pas très bien. Je suis oppressé, j'ai des difficultés à respirer, et je pense que je commence à devenir complètement cinglé. C'est bon. Cette fois-ci, c'est certain, je deviens fou. J'entends des bruits de bottes de soldats allemands. De plus, j'ai le sentiment que quelqu'un ou quelque chose me surveille. J'ai ce désagréable sentiment que depuis mon arrivée à Calais, depuis que je suis descendu du train, à bien y réfléchir, j'ai l'impression qu'une force invisible me contrôle et m'emmène là où elle le désire. Mon front dégouline de transpiration. Il faut dire que la température augmente à chaque pas. On doit atteindre les 30 degrés. Comment est-ce possible? À l'extérieur, il ne fait même pas 7 degrés. À mon grand soulagement, j'aperçois enfin, à 100 mètres de moi, une lumière scintillante. J'accélère. Je suis convaincu que c'est la fin de ma galère. Enfin, je respire. Mon cauchemar se termine. Je vais pouvoir retrouver ma ville. Fini l'escalade en solitaire. Je me casse d'ici. Adieu le nord de la France. Bonjour Paris. Dans ma précipitation, je trébuche sur quelque chose et tombe la tête la première sur le sol en béton armé. Ça fait un mal de fou. La vitre de mon téléphone n'a pas aimé la chute, mais par chance, la lampe est toujours fonctionnelle, mais pas pour longtemps. La batterie est de plus en plus souffrante. J'éclaire le sol et là, l'horreur se présente à moi. Je ne peux pas y croire. Une envie de vomir me saisit les tripes. Mais qui a pu faire une chose aussi immonde? Des centaines de squelettes d'êtres humains sont entassés les uns sur les autres en faisant un mur. Il y a même des os d'enfants et de nouveau-nés. C'est l'horreur absolue. Je sais maintenant que les livres d'histoire racontent la vérité. Les soldats nazis représentaient le diable sur terre. Je ne peux pas faire demi-tour. La lampe de mon téléphone va bientôt s'éteindre et dans le noir total, il me paraît impossible de retrouver mon chemin. Il faut que je trouve une autre sortie, au plus vite. Pour mon plus grand dégoût, je déplace les os un par un et me crée un petit passage. Je crois que je vais finir par m'évanouir. Au bout de longues minutes, j'arrive à passer de l'autre côté. Je parviens à la lumière et c'est là que je découvre l'inconcevable. Je suis devant un gouffre sans fond, encerclé de lave. L'odeur de soufre est insupportable. Mes yeux me piquent et je pleure de douleur. Comment se fait-il qu'un cratère de cette dimension se trouve dans le nord de la France? J'aperçois un petit chemin en spirale. Dois-je le suivre? Dois-je descendre dans les abysses? J'ai le sentiment que la force me pousse à descendre. Je ne veux pas, mais je ne peux pas résister. Je ne suis pas assez fort. Je me déteste, je suis lâche, je prends ce chemin, je descends dans ce trou sans fond. Il fait une 50aine de degrés,
Au moins mon slip a séché. Plus je descends et plus la température augmente, comme les hurlements. Au début, ils étaient lointains. Maintenant, ces hurlements se font presque assourdissants. À l'aide, aide-nous, sauve-nous! Ces cris résonnent sur les parois de lave. On souffre, aide-nous, aie pitié de nous! Ces voix viennent par vagues, toutes les 10 minutes. Ces hurlements d'hommes et de femmes me parviennent dans un vacarme infernal. Mais qui sont-ils et pourquoi hurlent-ils? Je descends toujours. Il fait de plus en plus chaud. On se croirait en enfer. Soudain, venu de nulle part, je vois un homme. Oui, un homme me fait face. Cet homme, étrangement, c'est moi. Je me retrouve en face de moi. J'ai une mauvaise mine. Une femme est derrière moi, je veux dire, derrière mon double. Cette femme ressemble à ma mère. Je ne l'ai jamais vue. Je sais que c'est elle. Elle hurle que je suis nul, que je lui ai détruit sa vie et qu'elle a bien fait de m'abandonner à ma naissance dans une poubelle. Je pleure. Soudain, cette vieille folle disparaît. Mon double me sourit. Il me sourit bêtement. Il m'énerve avec sa tête d'abruti. Il ne parle pas, il est comme moi. Il n'est pas bavard. Il sort de sa poche une petite lame de rasoir et me l'offre. Je le regarde étonné. Il me sourit. Je ne lui rends pas son sourire. Je lui présente un doigt. Derrière lui, une autre silhouette apparaît. Je la reconnais. C'est ma première petite amie. C'était mon premier amour. Elle n'a pas vieilli. Elle a toujours 16 ans. Elle hurle que je suis un minable. Elle regrette d'être sortie avec moi et que j'embrasse comme une autre. Mes yeux se mouillent. Je suis triste. Elle m'attriste. Les années lycée sont des souvenirs merveilleux pour moi, surtout celles passées dans ses bras. Mais pourquoi est-elle si méchante? Elle part aussi vite. Mon double est toujours là et continue à me sourire. Je regarde derrière lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne, mais étrangement, des anciennes pensées me martyrisent le crâne. Mes bons souvenirs deviennent des cauchemars et mes mauvais souvenirs s'accroissent. Je descends encore et encore cette fois-ci. Je suis seul. Mon double m'a laissé, ainsi que les autres personnages de ma vie. Je me souviens de tout le mal que j'ai commis depuis la maternelle. Des jouets que j'ai volés aux copains, des petits mensonges que j'ai dit à mes parents adoptifs et des petites tricheries que tous les enfants font en classe pour ne pas décevoir leurs proches. Et je ne vous parle pas de mes premières cigarettes, de mes premières cuites. On fait des erreurs dans la vie maintenant, je crois que c'est l'heure de rendre les comptes. Sartre disait « L'enfer, c'est les autres ». Moi, je dis que l'enfer est en nous et il ne demande qu'à s'exprimer. La température est insupportable, 100 degrés. Mais je pense que je n'ai plus de corps physique. Je ne suis qu'une âme perdue, une âme en errance, une âme damnée. Je me sens seul. La solitude est une maladie qui vous dévore de l'intérieur. Je n'ai personne à qui parler, personne pour la conversation, personne pour rire, personne pour me rassurer. Personne. Je pense que j'ai perdu la notion du temps, mais je crois que cela fait maintenant 100 ans que je descends. Je me souviens de tout maintenant. Je me vois descendre du train, marcher à pied jusqu'à la plage, je me vois enfiler mon matériel et grimper sur cette maudite falaise. J'étais à 5 mètres du sommet quand une violente pluie est tombée et m'a fait chuter. Je suis mort sur le coup. Je vais vous dire un secret. Vous vous demandez ce qu'il y a après la vie? Je vous réponds, il n'y a qu'un gouffre sans fond.